Eh bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous avoue que ça m'a manqué, ça nous a manqué, je pense, de vous retrouver et de partager avec vous l'actualité liée à la santé mentale, et on sait à quel point elle est vaste. Merci d'être là aussi avec nous et de nous suivre régulièrement sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On vous donnera évidemment tous les liens de toute cette communication qui se fait régulièrement. Merci à nos partenaires, évidemment, que je rappellerai un peu plus tard dans la soirée. Je vais d'abord remercier aussi les chroniqueurs qui ont accepté à nouveau de se joindre à nous. Emmanuel, qui est avec nous, je le rappelle, qui est donc de ressources humaines, c'est ça, et qui est en lien avec l'entreprise et la santé mentale. À côté de toi, Véronique, qui est donc psychiatre. Les CV, je vous rappelle, vous les avez en long, large et en travers dans les premières émissions, donc je peux vous proposer que d'y retourner, on ne va pas les refaire aujourd'hui. Merci à toi d'être là. Nathalie, merci beaucoup, psychiatre aussi, et d'être présente avec nous. Tu vas nous éclairer aussi sur le regard de la psychiatrie sur la santé mentale. David, notre bulle d'oxygène, qui vient nous parler du bien-être aussi, et la santé mentale, c'est pas que des explications parfois un peu lourdes et difficiles, c'est aussi du bien-être. Merci à toi. Et Alix, qui est notre interaction avec les jeunes qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, et on va en parler évidemment dans cette émission. Et merci Alix. J'ai une petite question, Alix. Je sais que tu travailles beaucoup, évidemment, et j'avais une petite question toute simple. Alix, est-ce que ça va ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Vous aurez la référence, j'espère, derrière vos écrans. C'est la pauvre Léa qui, malheureusement, est sous le joug de la rampe. Mais bon, je pense que ça va vite s'arranger. Alors, comment va fonctionner l'émission ? Puisque là, du coup, on va rentrer dans quelque chose de régulier. Tous les jeudis, à 18h30, vous nous retrouverez avec des thématiques variées. Alors, par exemple, la semaine prochaine, vous aurez l'impact des écrans sur le cerveau et tout ce que ça peut représenter. Dans 48 heures, il y a une réunion ARCOM à laquelle je suis invité à participer qui va donner des chiffres précis, enfin, sur les réels impacts des écrans et des réseaux sociaux sur le cerveau et surtout chez les jeunes. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas que négatif. Donc c'est peut-être intéressant aussi de voir qu'il pourrait y avoir un aspect positif. Je sais que tu es sensible à ça, Véronique. Donc j'aurai des chiffres. Je les communiquerai évidemment dès que je les ai. Je ne manquerai pas de vous les partager. Nous aurons aussi, dans une quinzaine de jours, on va évoquer la santé mentale au féminin, de voir un peu justement quelles sont les difficultés pour les femmes aujourd'hui, en 2025 encore, de trouver le moyen comment dirais-je, d'accueillir les souffrances qu'elles peuvent avoir. On va essayer de voir tout ça. Mais il y aura aussi des sujets autour de la scarification. Il y aura un thème particulier autour du deuil. On m'a demandé plusieurs fois sur les réseaux, on m'a proposé de faire une émission sur le deuil. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil ? Ça commence où ? Ça s'arrête où ? Comment ça fonctionne ? Donc on fera une émission là-dessus. Et évidemment, on la partagera avec vous, parce que je crois que ça intéresse malheureusement beaucoup de monde. Alors, quelques minutes avant d'accueillir notre premier invité, que vous connaissez déjà d'ailleurs et qui nous a fait le plaisir de revenir avec nous pour évoquer aujourd'hui la notion d'arrêt de travail. Alors vous en avez entendu parler dans l'actualité, les arrêts de travail, tout le monde en parle, que ce soit en politique, à la sécurité sociale, en médecine, dans les entreprises, partout. On parle des arrêts de travail, donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste. Et je voulais savoir rapidement comment vous allez vraiment pour le coup. Est-ce que vous avez passé un bel été ? Est-ce que vous êtes en forme pour cette rentrée ? Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par ces sujets ? Je pense que ça se voit à nos têtes, non ? Ça a l'air. La bonne mine, et puis on va transmettre cette bonne énergie. Encore un peu bronzé, oui, exactement. Ça fait plaisir. C'est d'ailleurs intéressant de le dire. Le maquillage n'y est pour rien, ils sont tous bronzés en fait. C'est du naturel. Donc, en tout cas, merci de votre participation. On va accueillir, donc, comme je l'évoquais, notre première invitée, qui est Céline Spinetto, qui est médecin du travail et qui nous a fait le plaisir d'être
d'être parmi nous et on va évidemment lui poser plein de questions autour des arrêts de travail. Merci, on attend Céline. Merci Céline d'être de nouveau parmi nous. Bonjour Marc. Bonjour. À tous. Bonjour. Je suis ravie de vous revoir, tous bronzés. Mais toi aussi. D'accord. Bon Céline, la dernière fois que tu as eu la gentillesse de venir nous voir, tu nous as fait un peu l'historique des arrêts de travail, d'où ça venait, enfin surtout de la médecine du travail pour être précis. Et donc je renverrai à ce niveau-là le lien pour voir la précédente émission qui évoquait un historique assez sympathique de la médecine du travail. Tu es toujours médecin du travail ? Je suis toujours médecin du travail, toujours sur le projet de création d'un service de santé au travail en Ile-de-France, qui a été agréé cet été. Merci. Et donc, départ au lancement au 1er janvier. Premier centre qui se lance. Alors, tu sais que la dernière fois, j'avais essayé de poser 2-3 questions, mais tu n'osais pas trop parce que ce n'était pas encore complètement concret et tout. Maintenant, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Quel est cette... Alors, le service s'appelle Sano. Et donc, l'idée, c'est de dépoussiérer la santé au travail et vraiment de faire plus de prévention et d'axer ça sur l'humain. Donc on est en train de recruter une super équipe. On a notre premier centre à côté de Saint-Lazare et vraiment l'idée c'est de faire beaucoup plus de prévention, d'accompagner les entreprises, leurs collaborateurs pour faire de la prévention collective, individuelle et vraiment élaborer des politiques, des stratégies de prévention qui sont pertinentes pour chacun, en fait. Je crois que pour ça, tu agis aussi avec des applications numériques. Tu utilises, je ne vais pas dire l'IA, mais... On a des applications. Alors, c'est vrai qu'on a monté tout un tas d'outils, en fait, pour vraiment faciliter et le travail des professionnels de santé, donc vraiment pour limiter au maximum tout ce qui est administratif, tout ce qu'on n'aime pas faire, vraiment pour avoir plus de temps avec les salariés et les employeurs. Et puis, on a effectivement des parcours numériques que les salariés vont pouvoir intégrer, en fait, sur le stress, le sommeil, plein de thématiques différentes, en fait. D'accord. Et donc, beaucoup sur la santé mentale des jeunes, je regarde Alix, et puis un parcours sur la santé des femmes et un accompagnement, en fait, tout au long de leur carrière. On s'occupe des hommes aussi, mais on fait un rattrapage pour la santé des femmes. D'accord. Ça sous-entend que c'est une médecine du travail qui va être externalisée, c'est ça ? Qui va avoir comme adhérents plein d'entreprises différentes. Effectivement, donc c'est pas une santé au travail dans une entreprise, on aura plein d'adhérents, donc plein d'entreprises différentes. Tout le monde peut adhérer s'il le souhaite. Ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'on est plus nombreux, donc on peut vraiment mettre plus de moyens pour, dans nos outils, nos logiciels, des compétences différentes. Après, il faut que les salariés se déplacent quand même pour venir dans notre centre. Donc, ça c'est... Alors, il y a un lieu physique en fait. Il y a un lieu physique, il y a des possibilités de téléconsulter évidemment. Ça, l'idée c'est d'être un peu moderne. Donc on peut téléconsulter, mais il y a un lieu physique parce qu'on ne peut pas tout faire en téléconsultation. D'accord. Et ça apporte quoi en fait, finalement par rapport à ce qui existe déjà ? Quel est le plus ? En fait, on a vraiment axé tout sur la prévention. Donc, à partir des consultations, déjà, on a beaucoup de données. La santé au travail, ça va tous les salariés. Donc, si on remplit bien nos dossiers, on peut fournir beaucoup de data pour peu qu'il y ait un certain nombre de salariés. Et donc, on peut dire, attention, au RH, attention, là, il y a un secteur où ça ne va pas bien. Et peut-être que vous pourriez pousser tel type de prévention. Donc, on peut vraiment la cibler en fonction de nos données. Les parcours, ça permet une proximité. Là, à l'heure actuelle, les consultations, les visites, c'est tous les 5 ans. Alors quand ils ont un problème, finalement, ils ne savent plus comment s'appelle leur service de santé au travail, ils ne savent plus comment nous contacter. Là, finalement, on reste un peu dans leur périmètre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être accessible. D'accord. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir dépister précocement des problèmes et éviter un arrêt maladie. D'accord. Ah oui, on va y venir. mais du coup, pour rassurer ceux qui nous écoutent, il y avait une évocation autour de la data. Oui. La data, ce sont des informations qui sont liées à l'individu. Vous me voyez venir ? Oui, comment Évidemment, dans une entreprise, dans une TPE où il y a 5
salariés, on ne va pas donner d'informations. On pourrait remonter trop facilement. Là, je parle de grosses PME à partir de centaines de salariés. On peut dire, attention, il y a plus de salariés qui sont stressés. Voilà. On maintient, on garantit une stressé dans le monde du travail, ça se saurait. Non. Mais du coup, on a affaire à des médecins. Pour bien comprendre, la confidentialité, elle est conservée de quelle façon? Parce que quand on va voir le médecin du travail ou le médecin de prévention, on sait que c'est une tombe, quoi. Il est, comment ça se passe? On est en consultation avec soit un médecin, soit avec, maintenant on voit des infirmières également. Et donc là, il y a une confidentialité qui est totale. Oui. À l'issue de la consultation, on va pouvoir vous dire, faites tel type de programme, de parcours. Il n'y a que le salarié qui est au courant du parcours qu'on lui a demandé de faire, en fait. Personne d'autre. Et d'ailleurs, il doit se connecter dans son espace à lui, se loguer, avoir un mot de passe, pour savoir quelles sont les informations qui le concernent. Et ça, l'entreprise n'a pas accès à ça? Non. D'accord. C'était ça. Jamais. D'accord. Non. Ça, c'est une information qui n'est pas toujours claire pour les patients. Oui, c'est vrai. Patients, dès qu'il y a effectivement un sujet en entreprise ou des conséquences de la pathologie d'un état anxio-dépressif ou d'un état d'épuisement sur le travail, moi je conseille toujours à mon patient de prendre contact avec le médecin du travail pour l'informer de son problème de santé et après de suivre avec moi le traitement, la récupération et puis surtout la reprise après dans son poste. Mais donc une crainte systématiquement des patients, enfin quasi systématique, c'est oui, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, les patients ne savent pas forcément que le médecin du travail est également tenu au secret professionnel, et certains craignent effectivement qu'il y ait... on doit leur rappeler systématiquement en début de visite, en fait, que tout ce qu'ils disent, c'est du secret médical. Donc le secret médical, on peut être attaqué au civil, au pénal, devant le Conseil de l'ordre, et on perdra. Enfin, c'est un secret qui est fort, en fait. Et donc, il faut les rassurer sur ce point. Il faut les rassurer, oui. Et en fait, il faut vraiment renouer une relation de confiance. La médecine du travail, elle a été un peu décrédibilisée, alors qu'elle est très utile et que c'est vraiment le vecteur de prévention en France. Donc, ils ne le savent pas, les salariés ne le savent pas. Donc. Exactement. Donc il va falloir tout changer en fait et travailler sur notre image de marque aussi, informer et rassurer. Céline, vous disiez qu'au départ, l'envie c'était de dépoussiérer la médecine du travail et de justement trouver des médecins, des infirmières, infirmières qui vont travailler avec vous. Est-ce que là aussi, il va falloir revoir un petit peu leur... j'irais compléter leur formation pour les rendre plus à même de faire cette prévention, ou est-ce qu'il a aussi faut changer des choses, des mentalités de la part des médecins? C'est une bonne question, David, parce qu'effectivement, on a réfléchi j'utilise un mot anglais, à onboarding, donc un accueil particulier pour les professionnels qui ont accepté de s'engager avec nous. D'une, parce qu'on utilise des nouveaux outils, et deux, parce que vraiment, je pense qu'on va avoir une façon différente de faire de la prévention. Pour que les salariés, les entreprises acceptent de changer certaines façons de faire, certaines habitudes, il faut qu'ils nous fassent confiance, parce qu'on leur demande quelque chose qu'ils n'ont pas très envie de faire, et il va falloir être un peu présent, et puis être accessible. Voilà, avoir une valeur ajoutée. Et puis, il y a un rattrapage sur cette fameuse santé des femmes, parce que finalement, même les professionnels de santé ne sont pas bien au courant des pathologies, de comment elles se manifestent. Et la santé mentale des femmes, c'est particulier. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a une émission spéciale sur la santé mentale des femmes dans quelques jours, et que j'ai annoncé tout à l'heure, et peut-être que vous pourrez revenir à cette occasion. Pardon. Oui, donc ce sont des équipes pluridisciplinaires, en fait, médecins, infirmiers, parce que là, ça fait quand même quelques années qu'on se rend compte qu'il y a une pénurie totale au niveau des médecins du travail. Parfois, les patients nous disent, mais il n'y a pas de médecin du travail. Est-ce qu'il y aura des psychologues aussi, ou est-ce que, comment vous allez vous réorganiser un petit peu? Alors, des médecins qui vont se concentrer sur les situations complexes, parce que c'est là qu'est notre valeur ajoutée. Des infirmières qui vont effectuer les visites les plus simples, a priori simples, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être simple. Et pareil, les deux diffusent des contenus de prévention. Les infirmières
répercute les consultations qui ont été un peu compliquées. Elle en informe le médecin du travail et donc on fait des staffs réguliers. Il y a des ergonomes. Donc ça, c'est vraiment adapter le travail à l'individu. Souvent, les ergonomes peuvent avoir des doubles cursus de psychologie, mais du travail, en fait, ce n'est pas des cliniciens. Donc c'est vraiment analyser en fait, l'organisation du travail et comment on peut avoir une action là-dessus. En fonction des entreprises, on peut avoir des techniciens, des chimistes, enfin, c'est assez vaste en fait. Okay. Assistants sociaux et des assistants de santé au travail qui vont visiter les entreprises. Donc ça fait des grosses équipes et en fait c'est difficile d'avoir ça quand on a un service internalisé parce que c'est trop. Bon, merci beaucoup. Pour revenir au cœur du sujet sur les arrêts de travail, est-ce que déjà vous avez quelques chiffres autour des arrêts de travail ? Est-ce que... C'est une explosion. On en parle énormément. Donc là, un des chiffres principaux, c'est que 27% des Français qui ont été en arrêt cette année disent que c'est en lien avec leur santé mentale. Et ça a augmenté de 4 points. Cette proportion-là, elle est plus importante chez les jeunes salariés et encore plus chez les jeunes femmes. Alors le pire, c'est les jeunes femmes cadres qui ont eu le plus de difficultés, se sont arrêtées le plus. Les arrêts, c'est à peu près les arrêts de longue durée pour la santé mentale, en lien avec des difficultés. Donc c'est 17% pour la santé mentale, si ouais, si et c'est 23 jours en moyenne. Donc c'est énorme. Ouais. Donc ça a un vrai impact et sur la vie des gens, des salariés, et sur l'entreprise. Oui, c'est important. J'ai lu un article autour des arrêts de travail des salariés versus les professions indépendantes. Il y a une énorme différence. Les salariés sont consommateurs bien plus que les professions libérales ou les professions indépendantes où il n'y a pratiquement pas d'arrêt. Je crois qu'il y a 200 000 versus 8 millions. Enfin, il y a une raison. Les professions libérales ne sont jamais malades, c'est quoi ? Alors, si, et ils s'arrêtent beaucoup moins, même en cas de cancer. Il y a des études qui le montrent. Donc, quand on est patron d'une petite entreprise, on ne se sent pas autorisé à s'arrêter. Donc, on ne s'arrête pas. C'est très difficile de les prendre en charge. Donc là, la prévention, c'est ultra important. On ne peut pas se montrer faible. On se dit que si on est en arrêt, l'entreprise va couler. La prise en charge sociale n'est pas tout à fait la même aussi. Et donc voilà. Non, ils ne s'arrêtent pas. Oui, mais alors du coup, pour cette... Parce que vous dites que c'est exponentiel, c'est-à-dire ça augmente, et on voit bien qu'en 24, en 25, les chiffres 25 ne sont pas arrivés encore, mais de 23 à 24, ça augmente, etc. Quels sont les repères ? On va faire comment ? Parce que c'est une pandémie, du coup, là. Alors, il y a des pistes qui disent c'est les médecins, c'est la faute des médecins, ils prescrivent trop d'arrêts. Sauf que, bizarrement, les chiffres épidémiaux des épisodes de dépression caractérisée, de tentatives de suicide augmentent aussi. Donc, il y a quand même, c'est pas que des médecins complaisants qui font des arrêts à tout le monde. C'est pas que des gens qui sont paresseux et c'est pas que des gens qui se plaignent pour rien. Il y a des médecins probablement complaisants, mais on ne peut pas dire que c'est que ça. Oui, bien sûr. Oui, je crois que... Alors, je voulais juste revenir sur les données que vous avez dites sur la prévalence des arrêts chez les jeunes femmes. Effectivement, c'est ce qu'on voit nous en cabinet. Il y a d'abord le fait que ce soit des jeunes, alors cadres, vous disiez notamment, et les femmes. Les jeunes sont dans une période de vie, on va dire, de surmenage naturel. C'est-à-dire que dans cette tranche-là de 25-40, on va dire, ils sont en train de construire toute leur vie, sur le plan personnel, conjugal, familial, professionnel, les études puis professionnelles, et donc ils ont à faire leurs preuves vis-à-vis d'eux-mêmes et de la société. Et donc il y a beaucoup de pression. Donc quand on a des jeunes enfants, qu'on est en plein développement de notre activité professionnelle, on est surmené naturellement. Et donc c'est une population à risque qui doit être particulièrement vigilante, et nous on les voit beaucoup. On voit beaucoup plus de jeunes dans le... Oui. Voilà. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur l'explosion des arrêts de travail, alors moi j'ai une hypothèse, c'est que je pense que les gens effectivement
vont plus facilement consulter et ils vont plus facilement demander de l'aide qu'auparavant. C'est-à-dire que je l'ai constaté par rapport au burn-out. Hein. Il y a 5 ans, pour moi, le burn-out, j'en voyais pas. Ça n'existait pas. Et effectivement, le burn-out, c'était peut-être une autre façon de parler de dépression quand on ne voulait pas parler de dépression. Et je me suis rendu compte maintenant, donc 5 ans après, qu'aujourd'hui j'en vois des burn-out, et des vrais burn-out. Un burn-out, c'est un syndrome, hein, c'est un état d'épuisement. Et pourquoi je les vois ? Parce qu'ils consultent plutôt. Ces gens-là ne consultaient pas avant. Et du coup, effectivement, je vois des patients, quand il s'agit effectivement d'un épuisement au travail, au stade de burn-out, je vais les voir, je vais les traiter différemment qu'une dépression, et je vais continuer de voir effectivement des dépressions qui sont des complications d'un burn-out non traité. Mais donc, je pense que, alors ça c'est l'exemple du burn-out, mais pour toutes les pathologies, je pense que les gens consultent plus tôt, les jeunes consultent plus tôt, ils s'arrêtent plus, mais de façon plus courte, parce qu'ils vont anticiper, ils vont récupérer plus. Donc c'est pas forcément une catastrophe que de penser, et du coup on va éviter les arrêts de travail très longs. Hein, on sait que les arrêts de travail longs sont très délétères à bout d'un moment. On sait qu'au bout de 6 mois d'arrêt de travail, il y a un risque qui chute considérablement de ne pas jamais reprendre une activité professionnelle, y compris chez des jeunes. Même avant, c'est 3 mois en fait, de désinsertion, et ça, c'est Du coup, c'est intéressant, ça voudrait dire que l'arrêt de travail est aussi c'est préventif, c'est un outil de prévention. C'est un outil de soin fondamental, hein, ça fait partie pour nous, psychiatres et pour n'importe quel spécialiste, de nos outils de soin. Alors avec les médicaments, avec les psychothérapies, il y a par exemple le burn-out, le premier traitement c'est le repos. Donc le premier traitement c'est l'arrêt de travail et du repos. Voilà. Et la psychothérapie va effectivement tourner autour de comment se reposer, comment identifier effectivement les facteurs de stress et les facteurs d'épuisement, de façon effectivement à apprendre pour la prochaine fois. Mais c'est intéressant parce que toute l'idée de la prévention, c'est pas facile de faire de la prévention dans ce domaine-là. Et l'idée c'est de ne pas hésiter à consulter tôt. Parce que plus on consulte tôt, moins c'est enquisté, moins ça va être difficile à traiter. C'est finalement dire aux gens, les autoriser à pas aller bien en fait, à aller mal, et dire c'est ok, ça arrive. Ça arrive, on peut vous aider, on va faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment un enjeu énorme. Les aider à aller bien et avoir une bonne hygiène de vie pour être le plus en forme possible. Mais enfin, on sait que ça peut être vraiment vite dépassé et que quand on ne va pas bien, ça arrive. D'accord. Là, il y a quand même un sujet qui est que, d'après ce que j'ai cru comprendre, le gouvernement a l'intention de tomber sur les médecins en leur disant « il faut arrêter, il faut en faire moins, vous allez être punis, vous allez payer, vous allez être dénoncés, blablabla ». C'est un peu ce que j'ai entendu, je pense que vous avez entendu l'actualité. C'est un drame, cette histoire. Comment ça va se passer ? C'est pas approprié, en fait. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, c'est un sujet. Il faut prévenir plutôt que dire on va surveiller vos arrêts maladie, en fait. Et en plus, non, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est surtout, je pense, une barrière. La dernière barrière, la consultation vers le médecin, et d'ailleurs, tu as raison, je pense qu'ils consultent de plus en plus, ils appellent à l'aide. C'est la dernière barrière avant de tomber vraiment plus bas. Et alors là, pour le coup... Exactement. Ce n'est pas du tout une solution. Et c'est dramatique. Ça veut dire que si les médecins sont de plus en plus timorés à arrêter, effectivement, comment on va faire ? Je n'ai pas de chiffre sur la hausse de consultation ou pas. Par contre, il y a une enquête qui a été faite auprès de salariés, donc des patients salariés. Et en fait, ils sont davantage à demander un arrêt de travail. Et la principale raison, c'est parce que le médecin ne le propose pas, ça ne vient pas du médecin. Donc ce que je vois par rapport à nos échanges, le point positif, c'est qu'ils partent de leurs difficultés. Donc cette relation de confidentialité, bien sûr, mais de sécurité et de pouvoir échanger avec le médecin. Mais c'est vrai que je pense que le discours ambiant de culpabiliser, de se dire je peux passer pour quelqu'un qui va profiter du système de santé. Donc voilà, est-ce qu'on ne risque pas briser cette, je ne sais pas si c'est un élan, mais en tout cas cette facilité peut-être des salariés qui vont mal à peut-être davantage consulter, et puis quand ils consultent, à parler de leur état de fatigue, leur état de santé, et puis peut-être à demander un arrêt si le médecin ne parle pas, pour dire voilà où j'en suis. Bon, il y a peut-être un risque en effet à culpabiliser davantage les salariés. Sans doute. Oui, je t'en prie. Oui, alors, en fait, l'arrêt de travail, je pense qu'il faut peut-être dépasser un petit peu le sujet de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que ce que tu disais, l'arrêt de travail, c'est une prescription médicale, c'est accompagné d'autres choses. Bien sûr, il y a du repos, mais c'est le moment où il faut être actif pour le soin, en fait. Et ce n'est pas simplement le sujet de « je m'arrête de travailler », et qu'est-ce que je fais de ce temps de repos et de soin pour commencer à transformer quelque chose. Bien sûr, le repos d'un côté, des prises de conscience,
des discussions avec le médecin du travail. Enfin, comment on peut finalement réadapter les choses aussi, à quoi ça sert? Il faut être un peu plus proactif, par exemple, pour cette fameuse visite pendant les arrêts maladie. Ça s'appelle, alors le nom n'est pas bon, c'est visite de pré-reprise, alors que ça ne veut pas forcément dire que vous allez reprendre. Mais ça, c'est essentiel. Je suis persuadée, il n'y a pas de chiffre, que ça lutte contre la désinsertion professionnelle, parce que c'est un premier pas vers le monde du travail. Et donc, expliquer comment on va, on peut ne pas évoquer la reprise. Voilà, et juste dire, voilà ce qui s'est passé pour moi, je me suis arrêtée, et établir un calendrier, en fait, et dire, on se revoit dans 1 mois, on se revoit dans 2 mois, on se revoit, et prendre un peu l'habitude de se revoir, et quand le moment est venu, envisager la reprise, ou pas, et si on envisage la reprise, on la prépare. Voilà. Et donc ça fait baisser le niveau de stress énormément. Et c'est dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez souvent donc votre psychiatre, vous avez votre médecin, votre médecin du travail. Moi, je peux faire l'intermédiaire avec votre employeur si vous m'y autorisez. Et quand il m'y autorise, je ne parle pas de santé. Je ne parle pas de leur santé. Je dis... Voilà, ce qui serait bien, c'est de ne reprendre pas à temps plein. Ce qui serait bien, c'est de... j'adapte le poste, mais je ne dis pas ce qu'a le salarié. Donc, c'est un petit exercice. Juste une question avant de te libérer, parce que je sais que le temps est compté, mais il faudra que tu reviennes pour la santé mentale des femmes, je pense. Quelle est la différence entre un arrêt de travail et un arrêt maladie? Alors, un arrêt de travail, c'est donc une suspension du contrat de travail et c'est prescrit par un médecin. Et ça peut être en lien avec une maladie, un accident de travail, un congé maternité. Un arrêt maladie, c'est un arrêt du travail, mais la cause, c'est la maladie. D'accord. Mais dans le cadre d'un management toxique, par exemple, on peut faire un arrêt de travail pour éviter... C'est la même chose. Et alors, en fait, est-ce qu'il est déclaré en accident du travail? Ça peut, ou en maladie professionnelle, reconnue en maladie professionnelle. C'est souvent... Ou en arrêt maladie. Ok. Ça, pour le coup, c'est une question de plus de médecins et les patients, s'ils ne se sentent pas bien, ils consultent et peu importe l'arrêt qu'ils ont. Mais effectivement, c'est important ensuite parce que finalement, un management toxique, ça peut aboutir, je ne sais pas, un salarié peut faire un malaise, peut avoir un accident et donc ça fait un accident et est-ce que c'est reconnu? Enfin, bref. Céline, merci beaucoup d'être venue encore une fois et on t'attend la prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir, à bientôt. Allez-y. Non, je disais que, comment définit-on un management toxique? Voilà. Après, c'est aussi de la prévention, hein, comme le disait Céline. Ça dépend aussi de la personne qui est dans la relation avec un manager. Comment elle fonctionne, quels sont ses mécanismes de défense. Le management, ça s'apprend. Tout à fait. On ne peut pas être manager. Tout à fait. On nous l'apprend à l'école aussi. Il y a différents types de management. Dans les dernières études, globalement, les jeunes proposent des solutions. Alors, ils ne sont pas désengagés, en fait. Ces courts arrêts de travail, c'est pour aussi tenir dans la durée. C'est ce qu'on disait en termes de prévention, c'est qu'en fait, ils vont se mettre en arrêt peut-être plus facilement, mais ce n'est pas forcément négatif. Après, C'est aussi pour se préserver. Et derrière, il y a des chiffres qui parlent. On parle ils veulent réduire ou réorganiser la charge de travail, plus de reconnaissance, plus de flexibilité, un meilleur suivi. Donc, en fait, il y a plein de solutions qu'il faut juste écouter. Bon, on va accueillir Laurence Breton-Cueni qui a eu la gentillesse de venir nous retrouver sur le plateau. Laurence, merci d'avoir traversé quand même tout Paris en 45 minutes, je crois, pour réussir à... Merci les transports en commun. C'est ça. Merci beaucoup. Et alors, pour préciser, vous êtes directrice des ressources humaines chez AFNOR, je crois. C'est ça ? Exactement. Et vous êtes aussi VP délégué de l'ANDRH. Si vous pouvez juste nous en dire 2 mots, qu'on parle tous de la même chose. Oui, alors l'Association nationale des DRH, plus de 6000 représentants de la fonction RH. On a plus de 60 groupes locaux et on représente à peu près 12 millions de salariés en France. Oui, c'est pas beaucoup. D'accord. Et votre rôle au sein de l'ANDRH est
Eh bien, nous avons une présidente et après, il y a le vice-président délégué. Donc, moi, je suis vice-présidente déléguée. Et après, on a 2 autres vice-présidents. Donc, on est tous bénévoles. On est au service de la fonction RH pour à la fois porter notre voix et puis aussi aider nos collègues, puisque c'est ça, l'élan de solidarité entre nous. Donc, beaucoup d'informations et beaucoup de soutien, puisque nous sommes en première ligne. Donc, voilà, nous partageons beaucoup. Alors, Laurence, on s'était déjà rencontrés sur un congrès il y a quelques années à Paris. Je voulais savoir, en 2025, la fonction des directions des ressources humaines, est-ce que le périmètre a encore augmenté? Est-ce que vous en avez encore un peu plus sur les épaules, pour être précis? Alors, effectivement, on est une fonction très élargie, d'autant je reviens d'une semaine de normalisation de management des ressources humaines à Milan, qui est une vision internationale, et on se rend compte que le monde du travail change et nos responsabilités aussi. Nous, on parle beaucoup du workforce, c'est la force de travail et des différents types de contrats et de relations. Mais on s'en rend très bien compte, puisque ceux qui ont l'habitude des entreprises, que ce soit pour les élections des comités socio-économiques, que ce soit pour des problématiques liées au harcèlement, on n'est pas limité aux salariés. On va vraiment beaucoup plus loin, on va jusqu'à nos sous-traitants. Donc c'est vraiment une fonction élargie qui a été mise bien sûr sur le devant de la scène avec le Covid, mais pas seulement. Et puis on a de plus en plus de textes à intégrer, notamment au niveau européen. Donc voilà, l'actualité ne manque pas. Et puis aussi, on est quand même là, pièce maîtresse un peu pour la transformation. Il y a le Future of Work qui vient de sortir de Capstan, mais il y en a d'autres, qui montrent combien la transformation sociale doit être accompagnée. On a la question de l'IA, voilà, qui n'est pas simple. Non. On a la question aussi de l'évolution de l'âge. Voilà, on parle beaucoup des seniors, mais pas que. Et avec, bien sûr, une mouvance des textes, puisque... On aimerait bien souvent une constance. On le voit bien, que ce soit dans l'alternance ou pas. Une année oui, une année non. Enfin voilà. La jurisprudence aussi qui évolue. Je parlerais bien du RGPD avec les complexités aujourd'hui. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Ce qui fait qu'effectivement, nous ne manquons pas de sujets. Et nous sommes effectivement des interlocuteurs à part entière au sein de l'organisation, ce qui nécessite aussi une montée en connaissances et compétences importantes. J'ai l'impression, mais j'ai même l'impression que parfois vous êtes le porte-voix. C'est pas toujours à vous de faire tout le travail, et pourtant j'ai l'impression que c'est souvent les ressources humaines qui s'y collent. Donc, En fait, on est au plus proche du terrain. Donc parfois, il y a des personnes qui négocient des choses et qui ne sont plus sur le terrain. Voilà, de part et d'autre. Donc nous, on est vraiment à la manœuvre et on connaît les impacts. Voilà, et surtout, on n'est pas forcément représentatif des grandes entreprises, on est plutôt dans le tissu des PME et des ETI, c'est-à-dire qu'on est vraiment aux commandes et on applique les textes. Donc on se rend bien compte de l'impact pour certains d'entre nous, qui avons plus ou moins les reins solides dans des organisations qui aujourd'hui souffrent de la crise. Il ne faut pas s'en cacher, et où parfois l'entreprise est mal aimée. Oui. Après, nous, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est une fonction qui nécessite à la fois des connaissances, des compétences et puis du courage. Parce que pour l'exercer, il faut savoir dire les choses. Oui. Mais c'est une belle fonction, parce qu'on est en relation avec l'humain et on voit chaque jour l'impact de notre fonction. Et du coup, vous avez eu la gentillesse de venir, vous connaissiez le thème, c'est autour des arrêts de travail. Quel regard vous avez, vous, sur déjà l'arrêt de travail, de façon basique? Quel est le... Alors, comme dans toute chose, vous avez toujours des personnes qui prennent des arrêts qui ne sont pas légitimes, quand il y en a d'autres qui devraient en prendre et qui seraient légitimes. Parce qu'il y a aussi les deux bords, c'est toujours la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises qui sont plus généreuses que d'autres dans les arrêts de travail, et d'autres personnes, elles n'ont pas le choix parce qu'il y a de la carence, parce qu'elles ont vraiment des nécessités, donc vraiment des inégalités. Après, on a vraiment un rôle dans nos politiques santé, qualité de vie au travail. D'ailleurs, on fait une norme sur le well-being au niveau international. Moi, j'applique la norme québécoise depuis 2010, qui est aussi une norme canadienne. Donc, je travaille beaucoup sur le retour en emploi. En fait, ce sont des politiques dont les bénéfices sont en creux. C'est-à-dire on a moins d'absentéisme. Donc en fait, on a plus de gains, mais c'est vrai qu'il y a une croissance quand même, c'est une réalité. Mais ça demande un accompagnement, on a quand même des baromètres à faire. Aujourd'hui, on se rend bien compte de la nécessité d'avoir un engagement. Donc on a des mesures sur l'engagement
la satisfaction et le stress. Et c'est corrélé aussi avec la satisfaction de nos clients et de nos prestataires. Donc ce n'est pas qu'une vision RH, c'est vraiment une vision d'entreprise avec des impacts sur la production, sur la productivité. Nous, vraiment, en tout cas, moi, tel que j'entends notre métier, c'est qu'on est là pour accompagner ce que j'appellerais la ressource première des entreprises, permettre de la performance sociale, sans laquelle il n'y a pas de performance économique sur le long terme. L'implication, la motivation, ça ne s'achète pas. C'est peut-être à un moment, mais ce n'est pas ce que l'on retient. C'est effectivement la reconnaissance que l'on donne, le sens aussi. On peut trouver de sens dans l'action, mais c'est vrai que la culture est importante et puis surtout se rappeler qu'il faut aimer l'entreprise. Parce que sans elle, il n'y a pas de création de richesse, et sans création de richesse, mais on ne serait pas là les uns et les autres. Oui. Alors j'entends, on peut se le dire, on est entre nous, j'entends souvent, ou en tout cas fréquemment, des personnes dire « oui, mais je me suis mis en arrêt de travail parce que j'ai l'impression qu'ils veulent me licencier, et comme ils ne me le disent pas clairement, en tout cas les ressources humaines ne sont pas claires avec moi, je ne parle pas de vous dans l'absolu, mais... Oui, non, mais voilà. Donc, je vais avoir accès, je vais avoir besoin de cet arrêt de travail pour me protéger. Alors là, pour le coup, qu'est-ce que vous en pensez de... Tout d'abord, toutes les situations sont contingentes. Est-ce que c'est lié à la situation individuelle d'un salarié qui a l'impression de ne pas bien aller, de mal faire son travail, ou est-ce que l'entreprise va mal et qu'on se dit qu'il va y avoir des licenciements économiques? Les contextes sont différents. Après, c'est toujours une problématique personnelle de la perception, mais si une personne a cette perception, il faut voir quels sont les signaux faibles et si son ressenti est vraiment la réalité. Est-ce qu'elle va bien ? Voilà. Est-ce que le travail se passe bien ? Est-ce qu'elle a des problématiques, on va dire, relationnelles avec des collègues, etc. Donc, c'est en tout cas essayer d'analyser pourquoi on a ce ressenti et est-ce que ce ressenti est la réalité. Quand on fait des baromètres, c'est une photographie à un moment donné, ce n'est pas forcément la réalité. Et puis parfois, ce n'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de l'aide. Après, l'arrêt de travail, c'est peut-être une forme, mais ça ne peut pas être la seule. Bien sûr. Je vais passer la parole à mes collègues après, mais on entendait Céline évoquer le fait qu'elle montait une structure qui analyse un peu, peut-être plus en profondeur, parce qu'extérieur, s'il y a des pôles qui sont touchés par le stress ou d'autres par... Est-ce que ça, c'est le genre d'information que vous cherchez à avoir ? Quand on fait des enquêtes au sein de nos organisations, des baromètres, ça nous permet de prendre le pouls jusqu'à des équipes de 5 salariés pour savoir comment ça se passe. Oui. D'ailleurs, la non-réponse est une réponse. On est bien d'accord. Il ne faut pas croire. Donc ça permet effectivement de savoir comment ça se passe, puisqu'on regarde la reconnaissance, on regarde les pratiques de management. Je trouve que c'est un acte de transparence. Et puis après, il faut monter des plans d'action. Alors, bien sûr, rien n'est jamais parfait. De toute façon, l'être humain n'est pas parfait en lui. Mais ça permet quand même de prendre finalement le pouls, de savoir comment ça se passe. Parce qu'on n'a pas forcément des remontées. Vous avez parfois même des salariés ou des managers qui ne vont rien dire parce qu'ils sont gênés. Mais en fait, on peut être confronté à des situations différentes les uns les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut faire suffisamment preuve de transparence pour pouvoir mettre en place, on va dire, des actions bénéfiques. Je veux dire par là que quelqu'un s'arrête, c'est absolument pas bénéfique parce que la charge de travail sera répartie sur les autres et la personne en elle-même après sera gênée de revenir parce qu'elle saura que les autres auront une charge en son absence. Donc finalement c'est un cercle un peu vicieux. Bien sûr. Donc il faut toujours prendre en fait des mesures, la prévention et la mesure la plus efficace qui soit. Guérir, ça prend beaucoup plus de temps que prévenir. Du coup, j'en reviens à Alix. Est-ce que toi qui es le lien avec les jeunes dans cette émission, qu'est-ce qu'il te remonte comme information autour des ressources humaines, autour des arrêts de travail justement, etc. Comment... J'imagine que vous avez dû voir récemment le baromètre de Malakoff Humanis qui a sorti des chiffres sur les arrêts de travail, notamment chez les jeunes de moins de 30 ans. Et les chiffres ne sont pas très bons, malheureusement. Et les troubles psychologiques sont la deuxième cause d'arrêt maladie, alors plutôt court. Ce qui remonte quand même, c'est ce qu'on a un peu évoqué précédemment, c'est pas forcément du désengagement ou la volonté de ne pas vouloir travailler, ce qu'on peut entendre parfois comme discours un peu moralisateur auprès de cette jeune population qui rentre ou qui est déjà un peu sur le marché du travail.
On entend, dans ces chiffres, on a un souhait de réorganiser la charge de travail, une meilleure reconnaissance, une meilleure peut-être aussi gestion du télétravail. On entend que ça vient, ça repart. Nous-mêmes qui sommes aujourd'hui en poste, on a l'impression que ça peut nous tomber dessus un peu tous les jours. Donc ça peut être une source de stress. Est-ce que dans la fonction RH, comment vous gérez justement ces chiffres, ces remontées? Quelles actions peuvent être prises? On a fait une enquête dont les résultats vont paraître bientôt sur la génération Z. Mais avec un point focus sur les diplômés. Donc effectivement, il faut faire quand même une distinction entre les diplômés dans le monde de l'entreprise, parce que ce n'est pas les mêmes postes. Moi, je trouve toujours qu'on retrouve la même chose, c'est-à-dire que si on se sent bien dans son entreprise, si ses collègues sont sympathiques, si son manager a du leadership, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a un effet d'entraînement. Après, je note quand même une fragilité pour les jeunes avec la période Covid. On a des jeunes qui ont été impactés par ce moment. C'est ce qu'on appelle un temps long. On dit toujours, alors je ne sais pas s'il y a des médecins autour de la table, mais notre période de 10 à 20 ans, c'est égal à 20-40 et 40-80. C'est-à-dire que pour nous, qui sommes plus âgés, le temps est allé très très vite. En revanche, on note un certain nombre de séquelles chez les jeunes. Alors, il y a des jeunes plus privilégiés que d'autres, mais les inégalités sociales ont été très fortes. Et certains, quel que soit leur niveau de diplôme, ont été fortement impactés et arrivent déjà avec des fragilités sur le marché de l'emploi. Et ça, il faut se le dire, c'est une réalité. Je ne parle pas de la sédentarité et la malbouffe qui ont donné d'autres troubles sur les nouvelles générations. On parle au Québec du fléau. En fait, on a des jeunes qui ont des pathologies de vieux. C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas si on a la même chose en France, mais c'est une réalité où... Mais la solution des arrêts courts, en fait, ça ne répond pas vraiment à une problématique. Ce n'est pas parce que je m'arrête 3 jours que ça ira mieux après. Ce qu'il y a de mieux, c'est effectivement discuter, échanger. Parce que partir 3 jours, nous, on peut toujours s'interroger. Nous, on fait beaucoup de politiques de réaccueil. Le réaccueil, c'est quand une personne a été absente, le manager va la voir et lui demande comment elle va. Ce qu'on a défini, parce qu'il y a une politique de retour en emploi bien avant le rendez-vous liaison en France, qui était mise en place et que nous on a mis en place, c'est comment je garde le lien avec la personne. Notamment pour les problématiques de santé mentale, la personne a l'impression de ne pas exister, alors que le manager n'ose pas lui demander de peur d'être intrusive dans sa vie personnelle. Donc tout ça, c'est très compliqué aussi. C'est-à-dire chacun reste sur sa position et donc il faut vraiment beaucoup travailler. Et l'entretien de réaccueil, c'est aussi d'ouvrir le discours possible pour pouvoir parler et de dire vous êtes important pour nous. Alors qu'avant, le manager disait non, mais j'ai pas le droit de lui demander comment ça va, j'ai pas le droit de rester en relation. Et finalement, pour les troubles de la santé mentale, ce n'est pas bon parce que la personne a l'impression justement qu'on la reconnaît pas, qu'on n'en a rien à faire. Et le manager, il dit si je dis quelque chose, elle va me trouver intrusive dans sa vie personnelle. Donc comment on nomme ce discours? Et puis quand même, on a des préoccupations aujourd'hui, on les voit, sur les aidants qui sont de plus en plus jeunes, c'est 36 ans maintenant la moyenne d'âge. La problématique des familles monoparentales aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on note toujours des plus grands absentéismes chez la femme, mais c'est quand même la femme qui a le plus de nombre de charges, il faut quand même se le dire, et des politiques que nous mettons en place. Donc on est vraiment en interrelation avec ce qui se passe dans la société et nos politiques évoluent, notamment dans nos accords SQVT, égalité professionnelle. D'ailleurs, c'est égalité qui vient en premier, parce que c'est une réalité. On est face à une transformation de la société qu'il faut qu'on accompagne. Mais très Tout à fait. Mais en revanche, pour le télétravail, les études ont été très claires depuis des années. Au-delà de 2 jours, le taux d'absentéisme augmente. Parce que l'isolement social, des gens déstructurés. Alors moi, je dis qu'il y a les 2 extrêmes. Il y a celui qui ne travaille pas du tout et celui-là, il ne faut pas le garder. On le remet sur site et puis si ça ne va pas, on ne garde pas. Et il y a celui qui ne sait pas s'arrêter. C'est aussi, c'est ni bon pour lui, ni pour nous, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas bon. Donc il faut toujours mettre un cadre. Et la remise en cause aujourd'hui des accords, alors c'est toujours la question pourquoi on met en cause. Il y a certainement des raisons. Est-ce que ce sont des raisons économiques? Est-ce que ce sont des raisons d'absentéisme? Est-ce que c'est des raisons liées au collectif? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès l'instant qu'il y a un cadre, par exemple, si je prends chez nous, il y a le badgeage. Le badgeage, quand la personne commence, quand la personne s'arrête. Et en fait, c'est vécu comme une délivrance parce que mon manager sait à partir de quelle heure je commence, quand je m'arrête et quand j'ai fini ma journée.
Le fait de ne pas badger, ça veut dire que vous êtes finalement dans les horaires habituels de l'entreprise. Et donc, il faut quand même s'adapter et permettre une liberté et des temps de respiration. Et aujourd'hui, c'est le manque de cadre. Il y a le Teams, là, où on peut surveiller ce que les salariés font au télétravail. En tout cas, il paraît. Alors, m'a-t-on expliqué que sur Slack, Teams et Zoom, il peut exister des petits outils qui permettent de faire croire qu'on est là sans être là. Voilà. On va avoir de la demande de mode d'emploi. Juste une question, Laurence, avant de vous libérer. On a j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de bras de fer entre l'entreprise et les jeunes, et que parfois on entend qu'il a changé de camp et que les jeunes veulent une révolution. Ils ne veulent pas ne pas voir les enfants comme les parents eux-mêmes ne les ont pas vus, et qu'ils veulent imposer un rythme de travail différent. Qui va devoir s'adapter ? Je pense qu'il faut dire qu'il y a une différence entre les jeunes qui sont des hauts profils recherchés, qui peuvent être, ça va aller des métiers techniques très particuliers de tourneurs, de techniciens dans l'aéronautique, des IT men et des IT women, et les autres qui ont un diplôme, on va dire, beaucoup plus courant. Oui. La différence n'est pas la même. Je conseille à chacun qui a un diplôme facilement remplaçable de faire attention. Bien sûr, tous ceux qui ont des diplômes très pointus pourront dicter leur loi, et ça a toujours été le cas. Pour les autres, il ne faut pas l'oublier. Moi qui suis dans plusieurs associations d'accompagnement, nos quartiers en détalent notamment, je me rends compte que certains ont fait des mauvais choix, se disant « non, je ne vais pas rester dans cette entreprise, je vais voir ailleurs ». Quand on est dans un secteur où il y a énormément d'offres sur le marché, il faut éviter. Le choix existe et existera toujours pour ceux qui sont en demande. Des cols blancs au col bleu, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a une technicité, quelle qu'elle soit, et effectivement des besoins, ça n'a pas d'importance. Et il ne faut surtout pas oublier l'IA qui est là, qui arrive. Donc voilà, il faut prêter attention, développer ses soft skills, toujours apprendre. Mais je pense aussi qu'il y a des périodes. Moi, je suis assez optimiste. En revanche, le plus compliqué, c'est de rappeler l'importance de l'entreprise, qui est quand même un groupe qui soude. Nous, on voit beaucoup d'isolement des jeunes aujourd'hui. Et sans le travail, cet isolement serait très présent. Et encore plus, nous qui sommes tous en région parisienne, beaucoup de personnes sont seules. Et le seul lien social est l'entreprise aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Tu veux poser une question, Emmanuel ? Oui, volontiers. En fait, ça m'intéresserait d'avoir justement votre avis de DRH sur deux points de vue qui ressortent de l'étude que tu mentionnais, Alix, donc de Malakoff Humanis sur l'absentéisme, qui fait ressortir en fait un vrai décalage entre d'un côté les attentes des jeunes et finalement des salariés sur les solutions qu'eux attendraient pour limiter les arrêts de longue durée, et puis de l'autre côté, ce que la direction, les dirigeants qui sont aussi interrogés dans le cadre de cette étude mettent en avant. Et en fait, le décalage, c'est que les salariés, ils attendent faire preuve de reconnaissance, diminuer la charge de travail en réorganisant les tâches en interne, améliorer les conditions de travail, donner de la flexibilité. Et de l'autre côté, les dirigeants nous disent ce qui est en place. Et là, on a des tableaux de bord de suivi des arrêts, dispositifs de contrôle médical des arrêts, dispositifs d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Et en quatrième position, on a quand même les actions de prévention. Donc, voilà. Non, alors, en fait, je trouve qu'il faut tout avoir. Il faut avoir un tableau de bord pour mesurer l'impact des actions qu'on mène. Et en même temps, savoir que ce n'est pas parce qu'une personne, au moment après le Covid, certains me disaient « Ah non, mais moi, je peux rester en télétravail, je travaille bien ». Ça, c'est une perception individuelle. Parce qu'en fait, c'est le principe de la sérendipité, c'est parce qu'on se voit, qu'on échange, qu'on va avoir plein d'idées. Et en fait, la courbe, c'est que notre productivité s'appauvrit quand on est seul. Parce qu'on a besoin d'interactions sociales qu'on n'a pas par Zoom, Steam, Slack, tout ce qu'on veut. L'humain est important et c'est ce qui fera notre différence avec l'IA. Si on pense qu'on n'en a pas besoin, l'humain est remplaçable demain. Et nous, on milite, en tout cas en tant que DRH, de faire attention à la déshumanisation du travail. Mais c'est tous de façon collective. Parce qu'à force de dire « je peux être loin », alors pourquoi loin, c'est pas l'autre bout du monde. Non mais je veux dire, à ce moment-là, il faut prêter attention à ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de se voir. Alors je ne parle pas des IT man, IT women qui eux sont toujours à part, des hauts profils, mais je parle de tout le monde. À force de penser qu'on n'a pas besoin d'être ensemble, finalement, est-ce que le travail sera toujours localisé en France ?
Aujourd'hui, c'est une vraie question. Vous avez des IA qui transforment les accents, qui nous permettent d'échanger avec des personnes d'une autre langue en simultané. Je fais partie d'un groupe, on a des filiales internationales, on a testé et voilà, il y a énormément d'outils. Donc prêtons attention à bien rappeler la plus-value de l'humain et de notre intelligence humaine. Donc, mais en même temps, voilà, il faut tout faire à la fois. Pour moi, il ne doit pas y avoir de gradation parce qu'il faut toujours mesurer l'impact de nos actions, ce qui nous permet d'avoir une légitimité et de contribuer aussi à la place que nous avons au sein des organisations, au sein des comités exécutifs. C'est important, en tout cas. Il faut mesurer ces actions, mais moi, il ne faut pas voir le petit bout par... voilà. Laurence, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous garder encore quelques minutes ? On a avec nous notre bulle d'oxygène, je l'appelle toujours, qui nous permet de passer à des choses un peu sympathiques. Parce que nous, c'est un peu, voilà. C'est ça, exactement. Exactement. Les vacances sont déjà loin. Donc David, écoutez, moi, je vais vous proposer de repartir quelques semaines en arrière et on va se replonger à la période des vacances. Et peut-être que certains d'entre vous en ont profité pour faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire m'adonner à la sieste. Voilà. Donc la sieste, je ne sais pas ce qu'en pense notre DRH, mais elle est salvatrice et elle est nécessaire. Et donc, je vous propose de commencer en images, en guise d'introduction. Merci David. Vous pensiez me prendre en flagrant délit de sieste ? Ok. J'ai pas honte. Car le moment que je viens de m'accorder, cette pause, aussi simple soit-elle, est peut-être le geste le plus puissant que je viens d'offrir à mon corps et à mon esprit aujourd'hui. En ce moment suspendu, entre ciel et terre, entre tumulte du quotidien et le calme intérieur, tout ralentit. Le souffle se pose, les pensées s'apaisent et le silence devient réparateur. En à peine 20 minutes, je me suis reconnecté avec moi-même. La sieste, c'est pas fuir le monde, c'est mieux y revenir, avec plus de clarté, plus de présence, surtout plus de douceur. Aujourd'hui, 50% des Français déclarent faire une sieste au moins une fois par semaine. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on dort de moins en moins. Un tiers d'entre nous ne dort que 5 à 6 heures par nuit. Alors que les vrais petits dormeurs, eux, ne représentent que 7% de la population. Résultat, une dette de sommeil qui s'accumule. Et là, la sieste peut partiellement la combler. Alors, j'entends d'ici les mauvaises langues dire « Ah, quel paresseux !» Non, la sieste n'est pas de la paresse. C'est un geste de santé mentale. Elle améliore la concentration, booste la mémoire, régule l'humeur et renforce même notre système immunitaire. Une vraie recharge naturelle. Allez, je vous retrouve en plateau et je vous parle de ses bienfaits. Bon, alors. Merci David, je t'en prie, est-ce que tu voulais ajouter je ne vous apprendrai rien en disant que dans certains pays, la sieste, c'est une institution. Au Japon, en Espagne, c'est une très bonne alliée pour lutter contre le stress. Comme je le disais dans l'introduction, elle booste notre système immunitaire, améliore nos fonctions cognitives, régule nos hormones, elle nous aide à perdre du poids et puis à améliorer notre humeur. On n'est pas obligé de faire des siestes de 2 heures. Voilà, une sieste de 10 minutes, elle nous aide à retrouver concentration et clarté pendant 2 heures. Une sieste de 15 à 20 minutes permet de tenir jusqu'au soir, surtout si on a une nuit assez courte. Je ne parle pas des gens qui souffrent de problèmes de sommeil. Ensuite, une sieste de 30 minutes, elle, c'est ce qu'on appelle la sieste thérapeutique, puisqu'elle nous plonge dans un sommeil lent, profond. Donc là, ça favorise la sécrétion d'hormones de croissance, réduction du cortisol, donc qui est l'hormone du stress, la consolidation de la mémoire, un ralentissement du rythme cardiaque et respiratoire. Et pourquoi on dit qu'elle est thérapeutique ? Parce qu'elle est particulièrement recommandée, notamment quand on souffre de manque de sommeil, enfin en tout cas de manque de sommeil chronique, de fatigue intense, et elle nous permet aussi de récupérer physiquement et mentalement. On parlait tout à l'heure du burn-out, elles peuvent aussi prévenir sur des sujets de burn-out. Et puis enfin, il y a la sieste qui est plus longue, là, qui peut durer 1h30, c'est surtout pour les gens qui travaillent en horaire décalé. Parti, là. Voilà, en horaire décalé ou de nuit. Voilà. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait la sieste? Eh bien, lui, il fait le ménage. Les scientifiques confirment que pendant cette sieste, le cerveau, il trie, il nettoie, il hiérarchise. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour faire la sieste? Idéalement, voilà, c'est après le déjeuner. C'est quand notre vigilance commence à baisser tout naturellement, donc après aussi le repas. Des périodes dans l'année, alors on profite de faire la sieste le week-end, pendant les vacances, l'été, mais pourquoi pas prolonger cette routine qui s'avère vraiment nécessaire. En plus, on peut la faire partout, on la fait en voiture, on la fait dans son bureau, on s'allonge. Non mais en voiture, pas au volant, pas au volant. Voilà, Ah, oui, pas au volant, dans sa voiture. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a des aires de repos cet été qui encourageaient les automobilistes à faire cette pause et puis à mieux repartir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique facilement. Alors, si on parle de la sieste maintenant dans le cadre du travail, est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est une opportunité? Les salariés sont souvent pris entre la culpabilité de pouvoir, ou en tout cas cette mauvaise perception de ce qu'aura l'effet de la sieste. Je rappelle néanmoins que le droit du travail autorise des pauses et que pendant ces moments de pause, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est une question que je vous ouvre. À vous, la DRH, et puis à Emmanuel qui travaille sur les sujets de santé et de bien-être au travail. Alors, moi, je fais la sieste pendant le week-end pour me régénérer. Mais en fait, ce que je note plutôt, c'est des mauvaises habitudes de vie. Des personnes qui se couchent trop tard, qui vont regarder des séries à tout va. Et alors, moi, je suis d'accord pour la sieste hors temps de travail. On est d'accord, pas sur le temps de travail et courte. Et pas la compensation des mauvaises nuits, d'une mauvaise hygiène de vie. Parce qu'on a déjà eu ça. Des personnes qui sont accros aux jeux en ligne et qui vont dormir dans un coin et qu'on est obligé de sanctionner, pour, bien entendu, leur permettre de retrouver une bonne hygiène de vie. Ça ne doit pas être la compensation d'une hygiène de vie qui n'est pas correcte. Après, moi, j'en connais qui se mettent sur un ordinateur, ils peuvent, comme ça, pendant 5 minutes, se régénérer. Oui, je voulais poser. La micro-sieste démarre au bout de combien de temps? Et la sieste d'1h30 dont tu parlais? Non, 1h30, c'est le week-end, on est bien d'accord. 1h30, je disais, c'est uniquement pour les gens qui travaillent de nuit en horaire décalé. Oui, pour nous, c'est la micro-sieste, en fait, c'est... 5 à 10 minutes. Et on fait un test en général, on dit, si vous voulez faire la sieste, vous vous allongez, surtout vous allongez les jambes, et vous prenez un objet dans vos mains. Et dès l'instant que cet objet tombe, on considère que la sieste est terminée. C'est Napoléon qui avait initié. Je vais vous remercier 1000 fois d'être venu. Laurence, merci beaucoup d'avoir traversé Paris. Merci à vous tous. On va vous dire au revoir et à jeudi prochain pour la santé mentale chez les femmes. Et on a même évoqué aujourd'hui à quel point c'est important. Merci à vous, à bientôt, au revoir.